Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture. Nous sommes ravis de vous retrouver, Théophile Messer et moi-même, pour cette nouvelle mouture et ce nouveau volume général qu'on va essayer de monter encore plus, comme dirait le maire de New York. On est ravis vraiment de vous retrouver. Et moi, je suis très content de retrouver mon poteau une fois par semaine. Ça fait du bien, ça devrait être un petit peu plus. Toute proportion gardée, bien évidemment, on n'a pas forcément le temps, surtout avec les 600 CQFR hebdomadaires. Mais voilà, comment ça va Théo? Écoute, ça va très bien. Toujours, non, non, je suis ravi aussi de vous retrouver pour cet épisode de Pop Culture. C'est un petit peu la. Alors déjà, enfin, j'allais dire bouffée d'air frais, c'est pas vrai parce que vraiment, c'est que ça soit les CQFR ou le reste du boulot, c'est vraiment cool. Mais j'adore cette petite parenthèse, on va dire, de Pop Culture. Ça permet de s'élargir un petit peu l'esprit, de parler de basket bien sûr, mais de manière un peu différente. Je t'avoue que je l'attends avec impatience. Eh ben, écoutez, vous aussi, vous nous avez régalé, chers amis, puisque c'est vous qui avez un petit peu ambiancé ce Hoop Culture, qui allez l'ambiancer, puisqu'on vous a demandé de nous envoyer vos questions. Vous les avez envoyées. Comme toujours, quand on fait des ce à quoi il faut répondre et des questions Hoop Culture, on ne les a pas regardées avant, donc on les découvre en même temps que vous. Donc, c'est du freestyle un petit peu. C'est ce qu'on adore. Théo, c'est toi le patron. Je te laisse démarrer. Ouais, bah merci hein, d'avoir été réactif. Voilà, on vous emmène un petit peu en coulisses. Faut que vous le sachiez, Pierre Armand est bien mieux organisé que moi et bien meilleur pour planifier les choses. Moi, je suis catastrophique, donc vous a prévenu un petit peu en dernière minute pour vous demander de nous envoyer les questions, mais c'est top. Vous avez vraiment été hyper réactif. Allez, on va commencer tout de suite avec cette question envoyée par Alex qui nous dit. Salut les gars, je m'appelle Alex, j'ai 14 ans et j'habite Marseille. J'ai découvert le basket pendant le Covid et développé en partie ma culture grâce à Pierre Armand. Voyons, beau compliment, Pierre Armand. Je voulais savoir ce que vous pensez de l'évolution de la NBA, que ce soit dans les médias, avec la reprise des droits de NBC, du coaching ou même du jeu en règle générale. Continuez comme ça, je kiffe votre émission, merci beaucoup. Déjà, il a commencé pendant le Covid, ça veut dire qu'il s'y est mis à 9 ans. Pas mal. Mais respect à lui. Mais respect à lui, que je crois savoir qui est cet Alex. On en avait parlé, il me semble, on avait fait limite un coup de cœur sur lui à un moment. Jeune garçon que j'ai le plaisir de voir de temps en temps, en effet, passionné, passionnant. Et je pense que la relève est prête, Théo, si tu vois ce que je veux dire. Je pense que Très d'ici bien. peu, il va nous faire. Allez, on s'en va. Mettez-vous sur le côté. Comme disait l'autre, j'oublie toujours son nom, qui avait fait à LeBron. It's time, it's good. You're good. Voilà, il va nous faire comme ça. Est-ce que tu peux me reposer la question par contre? Parce que Bien du coup, sûr. En gros, Alex nous demandait comment tu jugeais l'évolution de la NBA, que ça soit à la fois sur la médiatisation, mais aussi l'évolution du jeu, du coaching, etc. Comment tu perçois ça? je n'ai qu'un seul mot, la globalisation à son paroxysme. C'est-à-dire que jamais le terrain n'a été aussi utilisé. Hein. Je pense que Alexandre souvent me pose des questions sur la différence entre le basket entre guillemets d'avant, c'est-à-dire années 90-2000, et ce qui peut se faire aujourd'hui. C'est évidemment le spacing et l'élargissement du jeu, ça, il n'y a pas besoin de le dire. L'élargissement médiatique, il est considérable également. On ne compte plus le nombre de podcasts, le nombre d'émissions, le nombre qui peuvent exister. On en est la preuve vivante, nous, là-dessus, et merci à la NBA pour ça. Et puis, il suffisait d'aller, encore une fois, au Global Games de Paris de l'année dernière pour voir l'engouement là-dessus et encore une fois, la curiosité que peut amener la NBA. Et c'est ça qui me fascine en fait dans le sport, c'est les 1000 manières par rapport au public de l'appréhender. C'est-à-dire dans les tribunes, il y avait des gens qui n'y connaissaient rien, qui voulaient être là parce que c'était l'endroit où il fallait être. Mais si l'endroit où il faut être, c'est un match de NBA, ça veut dire que la NBA est encore super cool et une aura assez particulière. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils aiment le basket et c'est pas forcément pour ça qu'ils connaissent par cœur les stats des uns des autres et le jeu en général. Il y avait des gens qui étaient là pour voir Victor Wembanyama et je pense que l'évolution du jeu, elle passe en grande partie par lui et dans les années à venir. Donc voilà, c'est la globalisation générale et les différentes strates de lecture que peut avoir le public là-dessus. Voilà, le culture a déjà commencé depuis 1h20 grâce à mon tunnel. Merci beaucoup de ne pas m'avoir coupé. Non, non, j'écoutais studieusement. En plus, voilà, Je je t'ai endormi partage 4 fois, je t'ai vu, tu avais des micros coupures. des micro-siestes.
Non, non, pas du tout. Franchement, en plus, je te rejoins complètement sur cette voilà, globalisation du jeu. Ce qui est sûr, c'est que le jeu a jamais été aussi accessible aussi, hein, notamment à la NBA. Nous, enfin, voilà, les gens de notre génération sont bien placés pour en témoigner de à quel point maintenant c'est facile d'avoir des actions, de voir des matchs même, etc. Donc moi, je trouve ça très bien. Honnêtement, tu sais, on en avait déjà parlé pour la musique plutôt, mais moi, je suis pas du tout dans un. C'était mieux avant, que ce soit la musique, le basket, peu importe. Les choses évoluent. Je trouve que le jeu est quand même bien plus plaisant. Je trouve les joueurs, dans leur globalité, plus aboutis techniquement que par le passé. Ça veut pas dire que ceux d'avant n'étaient pas bons, mais je pense qu'il y a une plus grande diversité, une plus grande palette technique à tous les postes aujourd'hui que par le passé. Après, voilà, comme tout, il y a des évolutions, donc il y a des choses qu'on peut regretter, d'autres qu'on peut préférer, notamment, souvent, je vois les critiques souvent sur l'utilisation du tir à 3 points ou sur le fait que supposément ça ne défendrait plus. En fait, il faut bien choisir ses équipes en saison régulière, je pense que c'est tout simplement ça, que les Mm. bonnes équipes jouent très bien au basket. Moi, franchement, à part peut-être, tu sais, le début des années 2000 où l'après Jordan a été un peu dur. On était dans une transition où il manquait à la fois une tête de gondole, même si Kobe, Shaq et les Lakers voilà, ont fait office malgré tout de tête de gondole à ce moment-là, ou Iverson. Et le jeu était un peu plus pauvre aussi quand même, je trouve. On était un peu dans encore beaucoup d'isolation avec des équipes qui n'étaient pas armées pour jouer comme ça. Là, le jeu actuel est vraiment kiffant dans son ensemble. Donc moi, je me réjouis de tout ça. Je disais que les images avaient jamais été aussi disponibles. Il y a un biais quand même là-dedans, c'est que je pense que globalement, euh, les gens regardent moins de matchs en entier. Se satisfont et moi aussi parfois, hein, par manque de temps, tu regardes un petit peu sur Instagram ou des petits résumés très très sommaires, alors que à l'époque, nous en France en tout cas, on avait tellement peu accès aux matchs qu'on n'en ratait pas une minute, hein. On en a parlé à plusieurs fois, Pierre Armand, toi et moi, même de re-regarder des matchs qu'on avait Ah oui, déjà vus. il y a que ça. Et ça permettait malgré tout, je pense, d'affiner un petit peu la connaissance et les avis qu'on pouvait avoir sur des joueurs ou des équipes. Mais non, l'évolution, je la trouve globalement de la NBA, en tout cas, je la trouve kiffante. Alors après, la chance qu'Alexandre peut avoir, c'est de grandir dans cette ère médiatique qui lui permet de tout savoir. Tu viens de le dire. Aujourd'hui, on peut choisir ses équipes. La phrase, elle est folle par rapport à ce que nous, on avait. Mm. Jamais on aurait choisi notre équipe. On subissait on était bien content. Déjà, on prenait ce qu'on nous donnait. Mais il y avait c'est un petit peu dans la manière quand on écoutait de la musique, on avait un disque qui nous durait un mois. Le disque, on le connaissait par cœur. Les crédits, on les connaissait par cœur. Là, c'est pareil, un match NBA, bon, bah, on les regardait. Si tu voulais avoir une dose de basket par jour, bah, tu revoyais le match que tu avais enregistré la veille. Et du coup, tu écoutais les anecdotes de Georges Eddy. Tu lisais le même magazine en attendant le suivant. Donc, tu le connaissais par cœur parce que tu relisais les choses, tu le dévorais en une journée. Donc c'est comme ça que ça rentrait, hein. C'était pas aujourd'hui la chance qu'on a, c'est d'avoir toute cette information qui arrive. Donc on prend ce qu'on veut. Nous on prenait ce qu'on nous donnait. Et finalement on nous a bien donné, je trouve. On nous a bien éduqués. Ouais, Merci c'est à clair. Moi, Georges Eddy, à tous ces journalistes-là, hein. Complètement, non. Georges Eddy a vraiment fait un taf monumental sur la culture de la NBA, en fait. Sur, voilà, on en a déjà parlé, mais des joueurs comme Oscar Robertson, Jerry West, Will Chamberlain, dans une certaine mesure, c'est par Georges Eddy que j'ai appris non seulement les noms, mais aussi les spécificités un petit peu de Bien sûr. ces joueurs-là, alors qu'il ne passait pas des matchs des années 60, hein. Il arrivait Mm. à diffuser ça, distiller ça au fur et à mesure des matchs qu'il commentait. Non, non, il a fait un taf extraordinaire, mais c'est vrai que je me rappelle, tu vois, avoir été abonné à Basket News et lire, scruter les box scores, quoi. Mm. C'est un hebdo Basket News, donc une semaine après, scruter les box scores de matchs qui avaient eu lieu 7 jours, 10 jours avant. Voilà, c'est bon, c'est une autre époque. Allez, je te Ouais, propose qu'on enchaîne avec une question de Ben qui nous dit: Salut les amis de Hoop Culture, merci pour vos podcasts toujours passionnants et pour votre ouverture d'esprit. Une question pour vous. Avez-vous déjà acheté un maillot ou du merch d'une franchise ou d'un joueur que vous avez regretté par la suite ou que vous n'assumez plus de porter? De mon côté, j'avais acheté un maillot Embiid en début de carrière car j'aimais la personnalité de ce joueur. Je ne le porte plus car aujourd'hui son comportement ces dernières années m'a saoulé. Je peux comprendre ça. Je peux Pareil. comprendre. Ça m'est arrivé post 2016. J'avais acheté le maillot de J.R. Smith aux Cavs. Pas mal. Parce que je trouvais marrant, ça me faisait rire. Mm. Et 2018, ça me faisait plus rire du tout. Voilà, le coup de j'ai oublié le temps, ça m'a tellement gonflé
que j'ai plus jamais remis ce maillot. Je sais même pas où il est. Pourtant, je garde tout, tu sais. Mais j'ai rarement eu des maillots où je me suis planté dans le temps ou alors le gars a complètement explosé derrière. Même chose, alors je vais élargir sur les sneakers, tu vois, ou d'avoir une paire d'un joueur où après je peux plus le blairer, donc la paire je peux plus la mettre. Non, j'ai pas trop eu le cas, mais je vois parfaitement la déception. Et par contre, c'est quelque chose qui m'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire il y a eu des fois j'avais envie de m'acheter un maillot, par exemple j'adorais le maillot de New York avec les rayures que tu adores, Théo, je sais, qui avait été C'est qui ton avait côté été Dalton, designé ça. par Kiss. Ouais, ouais, ouais. Donc je le trouvais très très beau. Et puis en fait, je sais plus, il le vendait, je sais plus avec qui. Je sais plus si c'était, je crois que c'était RJ Barrett ou Randall. Et je me disais, je vais acheter ce truc-là. Le maillot, il est beau pour un joueur qui va peut-être que je kiffe pas ou qui va jamais rester. Et 3 mois après, Randall, il était parti à Minnesota. Donc très bien. Et puis bon, et puis c'est autre chose, mais je vois très bien ce qu'il veut dire. Par contre, j'ai un maillot avec le dinosaure là, violet, rayé, des Raptors. Moi, je suis pas sûr. Je l'assume plus trop. Même s'il y a le Non, 15 derrière et Carter, je l'assume plus trop. En tout cas, c'est une bonne question. En aparté sur Joel Embiid, j'ai fait exactement le même cheminement que Ben. J'aimais beaucoup le joueur et sa personnalité. Maintenant, j'ai beaucoup de mal. Pour ton jersey de J.R. Smith, je pense qu'il peut revenir au goût du jour quand même, parce que c'est un mec finalement qui est devenu un peu culte à Oui, sa manière, quoi. j'ai un t-shirt Par, avec sa tête dessus. Je le ouais. mets régulièrement. Ça me fait marrer aujourd'hui, mais sur le coup, j'avais regretté sur le coup. C'est comme, Ben, là. Peut-être que dans Mm. quelques années, il reportera le maillot d'Embiid avec fierté parce que il se sera arrêté, il aura été MVP. Voilà, c'est quand même des bonnes choses. Bah écoute, moi en fait j'ai jamais acheté j'ai jamais acheté beaucoup de merch en fait NBA pour être honnête. Il y a un jersey qu'on m'a offert par contre, c'est mon pote Olivier à qui je passe le bonjour, qui est fan des Kings. Alors il y a vécu un moment à Sacramento, hein. Ça explique, c'est pas simplement un problème de santé mentale, c'est qu'il a de bonnes raisons d'avoir été fan des Kings, et il m'avait offert un jersey qu'il avait trouvé soldé, je te balance tout, hein, toutes les infos, de Ron Artest. Donc Ah, j'ai un jersey Artest aux Kings avec son numéro 93 si je me trompe pas de l'époque. Ça c'est plus une pièce, voilà, une pièce, comment dire, que je pourrais ressortir un jour en relique qu'autre chose, mais j'ai jamais assumé de le porter, je te le dis tout de suite. mais c'est vrai que aujourd'hui, on peut tomber de haut. Mais je me mets à la place, par exemple, quand Ben disait ça, tout de suite, ce qui m'est monté dans la tête, c'est par exemple les gens qui ont acheté le maillot de Zion tout de suite, qui se sont précipités sur le maillot de Zion ou sur le maillot de Ja Morant, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, j'aurais le maillot de Ja Morant, je serais dégoûté, quoi. c'est clair, c'est clair. Allez, je te propose une autre question envoyée par Gwenolé qui nous dit: Bonjour Théo, bonjour Pierre Armand. Tous les dimanches ou lundis, vous me régalez et ma femme se demande pourquoi je me marre tout seul. Vous arrivez à parler de tous les sujets, même les plus graves, avec justesse, humour et toujours dans la bienveillance, et ça, c'est trop fort. Donc, merci beaucoup pour Ouais, tout c'est ça. gentil. Désolé pour ton épouse, Gwenolé. J'avais une question musique. Étant plus rock que rap et étant un grand fan des Black Keys, j'adore néanmoins l'album Black Rock. Cette rencontre entre rock, blues et rap avec, pardon, cette rencontre blues rock et rap avec entre autres Mos Def. Avez-vous, grâce à votre culture musicale incommensurable, une suggestion d'écoute dans le même style? J'en aurais plein d'autres, mais dans l'urgence, je me contente déjà de celle-là. Merci et continuez. On a trop envie de venir discuter avec vous pendant des heures. Est-ce que tu vois déjà ce qu'était ce projet, Pierre Armand? Non, Black non, Rock? non, mais je vois ce genre de crossover quand on va chercher un petit peu à droite à gauche. Le hip-hop, ou le R&B, c'est un petit peu est en train un petit peu de faire sa mue. Il y a pas mal de projets. Alors, je parlais de Miguel la semaine dernière, Oui. et qui est devenu beaucoup plus. Euh, alors ouais, le projet il est un peu plus rock que les autres. Il y a un retour au rock et mine de rien, on en parlait la semaine dernière. La transition elle est toute faite où je te disais qu'il y avait plus de track hip-hop dans le top 40 Billboard, et pourtant on a l'impression que le hip-hop ne s'est jamais aussi bien porté, en tout cas n'a jamais été aussi mis en avant. Mais ouais, il y a peut-être alors, loin de moi l'idée d'envisager, d'analyser le pourquoi du comment. C'est peut-être conjoncturel sur cette semaine-là, tu vois. Oui. Mais
de dire que c'est la fin d'un mouvement, c'est le retour d'un autre. Les gens ont plus envie de retourner sur un live beaucoup plus organique, etc. Loin de moi, cette idée. Mais j'en parle souvent, mais par exemple des crossovers, ne serait-ce que Radiohead qui est allé chercher du côté de l'électronique, qui est allé explorer d'autres choses dans leur musique tout en gardant une base assez rock. Mais d'ailleurs, je suis bien énervé de voir toutes les images de la tournée de Radiohead, là. Ça m'énerve Ah de oui. voir que je n'y serai pas parce que ça avait l'air bien sympa. Donc je me suis rabattu sur la sortie en vinyle de leur album live là, qui vient de sortir la semaine dernière, le 31 octobre. Mais oui, il y en a plein. Alors les citer comme ça, il faudrait du temps pour un peu les consulter, mais ouais, il y a de quoi faire. Ouais, il y a plein. Mais Miguel encore, ouais, vraiment, si je prends le problème à l'envers, c'est-à-dire de chercher un, un mouvement comme ça qui va chercher vers les racines. Et c'est vrai que le R&B vient du rock and roll aussi sur son histoire. Donc, allez écouter cet album Chaos de Miguel, c'est vraiment intéressant. Ouais, carrément. Et pour revenir à l'album dont parlait Gwenolé, moi j'ai beaucoup aimé cet album Black Rock et c'est marrant parce que moi c'est l'inverse, je suis plus rap que rock, mais cet album était vraiment très réussi entre Black Keys, qui est quand même un groupe mondialement connu, et Mm. qui était piloté par Damon Dash, comment dire, l'ancien associé de Jay-Z, qui était Mm. comment dire, à la base du label Rockefeller. Dessus, il y a Mos Def, il y a M.O.P., il y a plein d'artistes rap vraiment cool. Donc, effectivement, c'est un projet qui vaut le détour si vous connaissez pas cet album. Et sinon, moi, il y en a un qui me vient en tête, puisque le Gwenolé nous parlait de Mos Def. C'est le deuxième album solo de Mos Def, je crois, qui s'appelle The New Danger, qui avait vraiment pris un virage un peu rock et blues. Donc, voilà, peut-être que ça peut être une piste pour toi, Gwenolé, cet album-là. Ou sinon, d'aller écouter le Electric Circus de Common, hein, tout simplement. Oui, qui part dans tous les sens, avec aussi un côté Avec un psychédélique, côté ouais, ouais, carrément. psychédélique qui est assez intéressant. Ouais. Ouais, carrément. Allez, on reste dans la musique avec une question qui nous est envoyée par Tokyo Hiro. Bonjour, après la sortie de l'excellent album de Mobb Deep Infinite, j'aimerais savoir quel est votre avis sur les albums posthumes. Et pouvez-vous chacun nous donner un top 3? Merci à vous. Alors, top 3, c'est Vaste compliqué question. pour moi parce que je vais répondre à la question dans le sens où c'est pas mon truc. Je suis pas fan. Ok, Je suis pas bah c'est le fan sien, hein. pour la même raison que quand on parlait de D'Angelo, où je me suis toujours dit, si ces morceaux sont pas sortis à un moment, c'est qu'il y a une raison. Soit qu'ils n'ont pas passé le cut, soit que peut-être que au moment où la personne décédée était toujours là, il disait, moi, je veux pas sortir ce disque, je pense qu'il ne vaut pas le coup. Alors qu'on est d'accord, nous, on veut tout entendre. Donc, on est tellement content d'entendre ces morceaux-là qu'on considère que nous, ils valent le coup. Mais eux, s'ils ont dit à un moment, ça passe pas le cut, je vois pas pourquoi le ressortir derrière. Quant à maintenant les albums posthumes où il y avait des acapellas, des machins, et les gars, ils les posent, ils les prennent, et ils les posent sur des morceaux fictifs et tout, ça, je trouve ça juste, je trouve ça horrible. Ça, c'est le jeu. C'est comme, autant faire un. Imagine s'il y avait Shein au BHV, quoi. Tu vois, pour moi, c'est pareil. Waouh, Non, mais pour moi, très bien. c'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Enfin, il n'y a rien de plus important que la propriété intellectuelle d'un artiste. S'il n'est pas là et qu'on en fait n'importe quoi, moi, je trouve que ça va pas. Donc, c'est vrai que les albums posthumes, je serais bien incapable parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui toujours m'a. Alors, je serais tenté de dire celui de Mac Miller parce qu'il était arrivé. Parce qu'il y a des albums posthumes qui étaient prêts Qui était prêt à sortir, ouais, ce que j'allais dire, ouais. et qui arrivent après. Mm. Bon. Alors, est-ce que ça compte vraiment? Je suis pas sûr, mais des albums qui arrivent des années après, moi, vraiment, c'est un truc, je vais même pas, ça n'éveille aucune curiosité, aucune envie. Ok. Moi, je suis un petit peu plus partagé. Par contre, je te rejoins sur ce qui est important, c'est comment ça a été fait. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment aimé l'album de Mobb Deep Infinite. Là, je sais qu'il y a plein de gens de ma génération qui n'ont pas accroché, parce que j'ai le sentiment qu'il a été fait de la bonne manière, en fait. Déjà par... alors, Alchemist faisait pas officiellement partie du groupe, mais c'était quand même une figure majeure au bout du compte de ce que pouvait faire Mobb Deep. Il y a Havok, qui était bien sûr le binôme de Prodigy. Donc, je pense que la manière dont ils ont réutilisé, effectivement, soit des chutes de studio ou des couplets qui avaient été laissés dans des ordinateurs,
elle a été faite avec la vraie volonté de créer un ensemble dont Prodigy aurait été fier. Et je trouve que c'est réussi. Et j'avais trouvé que c'était assez bien réussi aussi dans le cas de Sean Price, un autre de mes rappeurs préférés. Voilà, l'album Imperious Rex qui était sorti après sa mort. Mm. C'est pareil, c'est sa femme qui pilote tout ça, donc c'est fait avec beaucoup de soin. Je trouve qu'il y a pas de faute de goût. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de choses que l'artiste lui-même aurait renié. À l'inverse, on parlait un petit peu la semaine dernière des albums à rallonge sortis sur des choses retrouvées de JD. Et là, ça me gênait plus parce qu'en fait, tu sentais sur toutes ces sorties d'albums instrumentaux, alors moi j'en ai quelques-uns, mais dedans il y a des pépites, il y a plein de trucs, tu sens que c'est des brouillons en fait. Et tu sens que Mm. même si l'artiste avait dit bah, je veux ce beat-là à l'époque, il serait repassé derrière, il aurait Bien peaufiné. sûr. Donc là, il y a un petit un peu un côté, tu sais, un petit peu. Ça fait indiscrétion quoi. Tu vois quelque chose que tu n'étais pas censé voir. Là, ça me gêne plus. Et pour répondre à la question de Tokyo, y a un album dont je parlerai tout à l'heure que je trouve incroyable. C'est sans doute le meilleur album posthume que j'ai entendu, donc je le garde pour tout à l'heure. Mais sinon, l'album The Big Picture de Big L, qui était sorti peu de temps après sa mort, avait été aussi très bien fait, je trouve, avec DJ Premier aux commandes pour piloter un peu l'ensemble et bah, des gens proches de lui, en fait, voilà, qui s'étaient assurés que tout soit bien fait. Quand c'est bien fait, voilà, ça me gêne moins. Quand c'est juste un label qui se dit bon bah on va tirer sur la corde parce qu'il y a tel nom, on sait que ça va vendre, c'est très différent. Surtout que sur des personnalités comme moi, tu parlais de Dilla, Prince, des gens qui étaient tellement perfectionnistes que ou même quand on a ressorti des démos de Thriller, de Michael Jackson, enfin moi, c'est- enfin, c'est- il serait effaré de voir qu'on a pu mettre ça aux yeux du monde. C'est des gens, ils Hmm. aimaient tellement les produits finis, il y avait un tel sens du travail et ouais, de la perfection, de la perfectibilité en tout cas de leur travail que ça me posait, moi, c'est pas un truc que je vais voir en tout cas directement. Hmm. Non mais Mais par je contre, comprends. je suis toujours Ouais. intéressé par les premiers disques post-départ de quelqu'un. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, on parlait de Radiohead, mais mettons, si un des membres de Radiohead, leader, devait s'en aller, je serais très curieux de savoir ce qui sortira après. Le premier disque ensuite va m'intéresser, comment on rebondit après la mort d'une voix comme Tom York. Il y a de fortes chances que tout s'arrête derrière, tu vois, mais là, à ce moment-là, ça m'intéresse. Le rebond Hmm. m'intéresse. Mais pas je trouve que c'est tiré sur un fil trop ténu et avec un risque énorme de décevoir des gens et de faire en sorte que on se rappelle de ça et d'avoir une déception qui est Ouais. même enfin qui est pas valable quoi. C'est-à-dire que non, c'est pas un vrai disque d'un tel, tu vois. Donc enfin il n'était pas sorti, ils en ont pas fait une promo, même si on va pas dire que cet album de Mobb Deep n'est pas un vrai disque de Mobb Deep, c'est pas ce que je dis, mais ouais, je trouve que le risque de décevoir est embêtant. Ouais. Je comprends complètement. Allez, je te propose qu'on enchaîne avec ce mail envoyé par Maxime qui nous dit bonjour la team, un petit tu préfères pour vous en lien avec saison NBA qui nous hype déjà. Donc, Pierre Armand, tu préfères OKC démonte toute la NBA avec un niveau all-time et perd seulement 2 matchs en playoff et on se fait chier à mort sur le suspense. Ou bien, la saison devient folle, Austin Reeves et Bronny James sont échangés avec Cooper Flag, les Spurs vont en finale mais sont battus par les Sixers d'un Embiid retrouvé, LeBron annonce sa retraite et prend la direction de Las Vegas pour en devenir proprio et nomme MJ comme direction à la direction des opérations basket. Évidemment, la deuxième solution, parce qu'il y aura de quoi tellement rigoler et faire tellement d'émissions spéciales là-dessus. Je pense que, évidemment, comment vouloir regarder un film cousu de fil blanc ou un film avec 1000 rebondissements, c'est ça la différence, c'est tout. Voilà. Les rebondissements, c'est trop drôle. Quand je vois le bordel qu'on en parle encore de Luca l'année dernière, j'ose même pas imaginer ce genre d'histoire de nouveau. Donc oui, 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 bien sûr. Même si tu vois, j'ai jamais été comme c'est très français ça de pas aimer les dynasties ou de bien aimer quand ça change, de pas aimer toujours les gens qui dominent trop longtemps. Mais quand le greatness est là, moi je suis fan quoi. Si OKC demain fait une saison à 80 victoires, on aura vu quelque chose de fou quoi. Donc moi ça me gêne pas les joueurs qui dominent pendant longtemps.
Je trouve qu'on a de la chance de voir ça, justement. Donc, mais pour le suspense et la rigolade, et il faut bien se dire un truc, on est là pour rigoler. Ouais, je Surtout. suis complètement d'accord avec toi en fait. Pareil, les surprises sont cool, mais j'aime aussi ce que tu disais là, voir des équipes qui fonctionnent à plein régime et qui sont Ah oui. magnifiques de domination, ça me gêne pas non plus. C'est assez drôle quand même de globalement, c'était pas forcément l'avis de Maxime, mais je suis un peu surpris de l'ennui qui semble avoir été généré par Thunder l'an dernier, tu vois, je voyais, alors c'est par le biais des réseaux sociaux, mais on voyait des gens qui, voilà, qui trouvaient que Shea passait son temps sur la ligne des lancers francs, que le Thunder manquait de tempérament et de personnalité. Je partage pas, moi j'aime bien cette équipe du Thunder. Oui, bien sûr. Enfin, je sais pas. C'est difficile de dire. Je m'enthousiasme pas pour cette équipe dans laquelle on aimerait tous jouer. Quand on joue au Mm, basket, on aimerait tous jouer au Thunder. Tout le monde touche la balle, il y a une bonne ambiance, il y a un leader qui est incroyable, ça gagne, ça joue bien. Bon, que leur reprocher. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit côté, encore une fois, on aime bien, ok, ça domine, mais on aime bien les voir chuter. Voilà, typiquement 2016, mm. incroyable saison des Warriors, 73 victoires, rien à dire, ils roulent sur les playoffs. Et puis Game 7, j'étais comme un malade. Je te dis, j'avais un maillot de J.R. Smith. Tout est dit. Allez, on enchaîne avec une question d'Anthony du 07. Bonjour Théo, bonjour Pierre. Oh là, c'est ma André. faute. C'est ma faute. Je vais te dire ce que je me dis, mais comment je peux buter sur le nom de Pierre Armand? C'est pas possible, mais c'est parce que c'est dans le mail qu'il y a une erreur. Il y a marqué bonjour Théo et bonjour Pierre-Antoine. Avoue que Bon, ce sera Chaillarment dans 2 semaines. Exactement. C'est avec un très grand plaisir que je vous écris ce petit message. Cela me permet de vous féliciter pour votre travail et vous remercier. Votre podcast, unique en son genre et de haute qualité, et permet de souligner que le basket n'est pas qu'un sport qui se joue sur un parquet, mais qu'il a aussi un impact sur notre culture et sur nos sociétés d'une manière générale. Et en tant que prof de sociologie, je peux vous dire qu'il m'arrive d'utiliser des exemples hoop culture avec mes élèves. Donc, deuxième Bon, compliment assez fou incroyable. aujourd'hui. J'en arrive à une petite question pour vous. Notre société évolue vite, parfois trop vite notamment, avec certaines innovations technologiques. C'est notamment le cas avec l'IA. Elle va, ou elle a déjà même, commencé à impacter le monde des médias et de nos cultures. Certes, elle permet d'envisager des opportunités exceptionnelles, notamment effacer les barrières de la langue, mais elle est aussi source d'inquiétude. J'en arrive à ma question pour vous. Quelle est votre vision sur l'IA? Y voyez-vous des avantages ou alors êtes-vous davantage sceptique sur son impact? Bonne réflexion, merci à vous. Moi, l'impact est terrifiant. Alors, je ne vais pas être sceptique alors que j'en ai pas assez de recul. Comment elle peut impacter le sport ou la manière dont il est envisagé? J'ose espérer que dans les bureaux des franchises NBA, ou que Nico Harrison n'a pas interrogé ChatGPT pour savoir quoi faire de Luka Doncic, parce que si c'est ça qui s'est passé, ce serait quand même dramatique. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que ça va déterminer des stratégies? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se baser là-dessus pour... alors qu'on utilise l'IA pour du créatif artistique, ça me pose problème, mais malheureusement, je vois pas comment aujourd'hui on peut y couper. Donc si c'est pour ça, ça va. Si c'est pour gérer des comportements humains dans un sport qui devient de plus en plus un business et où on voit où le, le rapport le rapport humain est peut-être un petit peu dégradé de par ce côté business. Si en plus on y rajoute un côté virtuel, voilà, c'est flippant là-dessus. Maintenant, attention à ce qu'on dit Théo, puisque ta réponse à toi va être donc donnée peut-être devant un amphithéâtre d'étudiants médusés par ton propos, hein. Alors fais attention à ce que tu vas dire. Non, non, mais Après, ça, c'est moi, énorme. ça m'inquiète, mais c'est toujours pareil que dans toute nouvelle technologie, c'est comment elle va être utilisée et quel est le biais, quoi. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure, on a hurlé, craché sur Spotify d'ailleurs. On en apprend tous les jours des vertes et des pas mûres sur cette plateforme c'est juste hallucinant. Alors je dis pas que les autres sont forcément mieux, mais Il y en a pas d'idéal, malheureusement, hein, à l'heure non, mais actuelle. tu vois, par exemple, moi, quand j'ai eu mon premier iPod, je trouvais ça extraordinaire, mais je n'avais pas vu venir le mur pour les artistes qui est Spotify derrière.
Mm. qui nous rend accessible toute la musique du monde, ce dont on n'aurait même pas osé rêver quand on était plus jeune. Moi, il y avait deux choses qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. C'est d'avoir accès à toute la musique du monde, je m'en rappelle, hein, et d'avoir un FaceTime. Tu vois ce que FaceTime Ouais. aujourd'hui. Mais quand j'avais 15 ans, j'aurais eu FaceTime pour voir mes potes qui étaient à Paris et tout. Mais j'aurais été le plus heureux. C'était les deux trucs que j'espérais qu'un jour on invente, tu vois. Bon, Mais et t'avais été visionnaire, hein, du coup. Parce que c'est quand même deux choses bon, qu'on finalement. Dommage que t'aies c'était pas pas le plus été compliqué à faire, mais c'est vrai que ingénieur. le FaceTime, oui, ingénieur. T'as jamais posé la question de savoir si on te renvoyait au Moyen-Âge avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Ce que t'en ferais, tu l'as vu ce Est-ce sketch-là de c'est de stand-up? Ned Bargatze, non? Parce que Ned Ouais, ouais, Bargatze, hein, dont tu avais parlé, là, c'est a ça, une Ned entrée là-dessus dans Bargatze. son spectacle. Ouais. Il le raconte, il dit, je vais lui dire, ouais, on a des téléphones portables maintenant. Ah, comment ça marche? C'est ça. En gros, il raconte que s'il était renvoyé dans le Moyen-Âge, même en Il sachant servira à tout ce rien. qu'il sait, il serait à l'origine d'aucune innovation parce qu'il a aucune connaissance de comment fonctionnent les choses, quoi. Ça m'a tellement fait rire. Même une voiture, quoi. Il dit, on Mm. aura des voitures qui marcheront avec un moteur. Et comment on fait pour marcher ça? Aucune idée. Je suis pareil, je suis dans la même team. Moi, je suis assez terrifié quand même par les implications de l'IA, notamment par ce que tu soulignais, son utilisation. Alors bien sûr, c'est un outil incroyable, mais ça me fait trop peur. En fait, quand je vois les dernières grandes évolutions technologiques de notre époque, j'ai l'impression que j'étais le seul euh, à avoir vu 1984, à avoir vu 2001 Odyssée Soleil de vert. l'espace, avoir vu 80% Terminator, 80% des films d'anticipation, et je me dis, mais je vois pas comment ça peut bien se terminer en fait. D'un point de vue écologique, le coût de tout ça est absurde, vraiment totalement absurde. Euh, j'ai le sentiment que cet outil qui est incroyable devrait plutôt servir la science, la recherche médicale, ce genre comment dire, des secteurs très précis. Après, tout ce qui est artistique, je trouve ça assez dramatique dans un premier temps. Alors peut-être que l'évolution et les usages me donneront tort, mais pour l'instant, quand je vois que effectivement on parlait de Spotify parce que je pense que c'est eux qu'on en ont le plus, mais les autres doivent faire pareil. Le nombre de musiques générées de manière par IA juste pour remplir des oreilles de gens qui écoutent. Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est comme la malbouffe à un moment. Maintenant, c'est le mal art ou c'est l'art comment dire, à consommer et à jeter. On le voit avec la multiplication de l'offre de musique en fait en permanence. Qui fait que c'est de plus en plus dur, tellement on est noyé sous la masse de prendre le temps d'apprécier dans la longueur un album, le traiter comme un livre. Moi, je vois ça comme un roman, en fait. Un album, tu sais, faut le laisser maturer, tu t'imprègnes d'une ambiance, etc. C'est de plus en plus dur. Et là, j'ai l'impression que l'IA accélère encore tout ça et qu'on n'a pas les moyens, en fait, en termes de ressources, de pouvoir se permettre ça. Donc, moi, ça me fait peur. Alors, ça fait un peu vieux con, hein, ça, je vais bien l'entendre. J'espère me tromper. J'espère que finalement, de la même manière qu'on voit qu'aujourd'hui, il commence à y avoir quand même une manière de consommer militante, où on se pose la question de savoir pourquoi on consomme, comment on consomme, je veux bien espérer que ça soit aussi le cas sur l'utilisation de ce genre de choses, mais malgré tout, je reste assez sceptique. Ouais, et puis c'est la défiance maintenant presque naturelle de la part des gens. Tu vois, je vais te donner un exemple très simple. On m'a posé une question l'autre jour, j'étais à l'entraînement, et il y a un gars qui me dit il a acheté l'anthologie. Et il me demandait si la couverture c'était de l'IA. Voilà. Bah donc maintenant, par principe, si c'est pas quelque chose qui est dessiné, où on voit que c'est un dessin manuel, bah, les gens pensent que c'est l'IA, alors qu'il y a un travail d'un graphiste derrière, un assemblage de personnes, d'ombres et tout. Donc maintenant, presque la norme d'une image, j'ai l'impression que les gens se demandent si c'est l'IA ou pas. Donc Ouais. c'est un peu flippant, quoi. Tu sais ce qui est encore plus fou, c'est que l'autre fois, je sais plus, je voyais une vignette YouTube qui était faite où tu sais parfois sur les vignettes, comme ça pourrait être le cas pour nous, t'as les visages des intervenants en fait Mm. qui sont utilisés. Et là en fait il y avait eu un traitement. Manifestement ils avaient utilisé des photos ou des captures d'écran de l'épisode en question, mais dessus on avait ajouté un traitement fait
pour que ça ressemble à une IA en fait. Comme si Oui, c'est pour être ça. moderne ou être à la Mm. page, il faut que que c'est ce côté, tu sais, artificiel. Et ça, c'est ça, enfin, ça, par exemple, je trouve ça dingue, je trouve ça dingue et flippant. Et t'as raison pour le travail des artistes. Et pour Reverse, non, il y a rien qui est fait avec une IA dans Bien Reverse, sûr, pas c'est pour ça. plus les textes que les illustrations. On est ravis justement de pouvoir travailler, de mettre en avant le travail de graphistes, d'illustrateurs de grand talent. Donc non, non, pour le coup, effectivement, dans Reverse, enfin, tu pourras confirmer à ton. Mais c'est emmerdant d'avoir à s'en justifier, tu vois. Ouais, 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 non, t'as raison. Et puis encore, le pire, c'est pour la désinformation en fait, parce que quand tu vois Ah bah ça. déjà ce qui circule sur les réseaux sociaux de fausses vidéos, alors soit des trucs absurdes du genre un bébé qui donne à manger un alligator et qui est sauvé de justesse par sa mère. Alors ça encore, tu dis bon, c'est absurde, mais c'est pas grave. Mais on sait déjà que c'est déjà tellement dur aujourd'hui de faire le tri entre les vraies informations et les fausses informations. Maintenant, tu rajoutes la vidéo et les images en plus, ça devient de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus facile, justement, aussi, à l'inverse, de, tu vois, de mettre en avant le fait que certains faits sont établis, sont réels, et ne sont pas, justement, le fruit d'IA ou de fausses informations. Ça devient de plus en plus compliqué. Oui, et puis quand on voit ces grandes firmes créatrices donc, et qui gèrent les contenus et qui gèrent l'algorithme de ces trucs-là, aux mains de qui, ou en tout cas la botte de qui ils se retrouvent, bon, c'est Mm. ça qui est terrible. Par contre, ton histoire du crocodile me fait peur. Ça signifierait que la vidéo du chat dans un temple que je viens de voir qui balançait des roquettes sur la maison d'en face est fausse? Non, celle-là, je pense que Ah c'est ouais. vrai, ça, quand Non, même. parce que je le voyais bien appuyer avec sa patoune sur le bouton là, et puis régler son casque, ça avait Ouais. l'air très très vrai, hein. Allez, j'enchaîne avec une question qui nous est envoyée par JBB, qui nous dit, alors, il nous dit, j'ai adoré la cover du numéro de Indiana. Alors, en fait, il fait référence à effectivement, la miniature de la vidéo de l'épisode Hoop Culture débrief qui date des playoffs derniers, où on voyait à la fois Reggie Miller Ah oui, avec Tyrese. Tyrese Haliburton faire le choke sign. Donc, il me dit, j'ai même pensé à m'en faire un t-shirt, mais avec le débrief au milieu, ça m'a arrêté dans ma démarche. Ça, je comprends, il est marqué débrief, effectivement, c'est le type de l'épisode. Et il nous pose la question, quels sont les covers que vous avez préféré depuis vos débuts? Alors, je sais pas si tu te rappelles de toutes les miniatures de tous les épisodes de Hoop Culture, Pierre Armand. Moi, j'en ai une Non, qui m'est venue mais instantanément en tête. Je me évidemment. demande si c'est la même pour toi ou pas. C'est la même. Je te l'avais même envoyé. Je t'avais dit, mets-moi ça au Louvre. Et je l'avais mis dans un cadre au Louvre. On avait fait, c'est notre premier tu préfères. Faut savoir que, je vous dis, tous les visuels, c'est Théo qui les fait. Il les fait immédiatement après l'émission. Donc, vous pouvez lui envoyer des messages de félicitations et des cœurs dans tous les sens. Mais j'avais fait une question. Est-ce que tu préfères te faire courser par 20 000 canards toute ta vie ou un truc avec Shaq? Et il avait mis Shaq avec un gros canard à côté. C'était extraordinaire. C'était C'est extraordinaire. aussi ma préférée. C'est à celle-là que j'ai pensé, bien entendu, dès que j'ai vu la C'était question. extraordinaire. Je te cache pas. Extraordinaire. Mais celle avec Reggie était très très cool aussi. Mais il y en a eu plusieurs qui sont chouettes, hein. Ouais, après, bon, là, le mérite en revient surtout au photographe, dont on peut récupérer les photos. Mais ouais, celle avec Shaq et le canard, le canard était assez cool. C'est Euh, surtout que je m'imaginais ta rigolade en train de le faire, quoi. Et ta fierté. c'est vrai. Il y avait beaucoup de ça, je te confirme. Une question de Cyril qui nous dit bonjour à tous les deux. Si vous deviez trouver un basketteur qui colle le plus à votre personnalité, c'est pas forcément le meilleur de notre sport, mais son caractère, ses idées, ses engagements ou pas me ressemble. Je sais que d'un point de vue perso, c'est Babak ou Gigi Datome. Et pour vous, alors pour lui, pardon, il dit que ça serait soit donc Boris Diaw, soit Gigi Datome. Et pour vous, ça serait qui? Steve Kerr. Ah, bien vu, très bien vu. Voilà. Ouais. Pas très grand, un peu plus blond, certes, mais dans sa manière de voir les choses, d'imaginer sa carrière, de se mettre au service de gens plus forts, parce que c'est quelqu'un qui tout de suite a dit a vu qu'il y avait des gens plus forts autour de lui. Son sens de l'humour, cette fameuse vanne sur le dernier shoot en 97, voilà, ce genre de choses. Et puis sa carrière de coach, sa prise d'engagement, et je me rappelle son émotion suite à certaines tueries de masse aux États-Unis ou par rapport au comportement de leurs dirigeants. Oh, c'est quelqu'un dont je me sens vraiment proche, puis qui a une vision très globale de tout,
de respect. Quand il était à Paris, on voyait le respect vis-à-vis de ses pairs, des autres équipes, des autres entraîneurs, de leur culture. Donc ouais, je pense que quelqu'un comme Steve Kerr, c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Et quand il y avait l'émission Open Court, à l'époque, je ne sais plus sur quelle chaîne, là, il était invité avec des gars, avec des Reggie Miller, des Isaiah Thomas, des Chris Webber, des grandes bouches, Shaq, etc. Et je trouvais que c'était toujours le plus intéressant à écouter, le plus fin, et il a un humour vraiment agréable. Ouais, ouais, bah, très bien vu. Si vous connaissez pas trop la vie de Steve Kerr, je crois que c'est dans le MOOC numéro 6, More Than Ballers, il y a un portrait de Steve Kerr dans lequel on comprend mieux aussi d'où ça vient. Il y a une histoire personnelle assez, enfin, qui est vraiment très intéressante. C'est Shai qui avait fait le papier, si je me trompe pas. Donc, ouais, il en reste encore quelques-uns. C'est pas simplement pour plugger le produit, mais c'était un portrait vraiment très chouette de ce personnage un peu atypique. C'est pas facile hein, d'en trouver un seul de Steve Kerr. T'as vraiment tapé juste. Le premier qui m'est venu en tête, mais j'en ai déjà parlé la semaine dernière, c'est Steven Adams, mais c'est plus parce que j'adore son détachement et voilà, son second degré, tout ça. Pau Gasol est un mec vraiment brillant, que j'aime beaucoup, tu vois, c'était notamment sur la fin de sa carrière, sur ses réseaux, c'était assez marrant. Tu le voyais, il allait au théâtre, il allait à l'opéra, il allait dans des musées. Je pense que sur les appétences culturelles, je me serais bien retrouvé. Je pense que ça va être sympa de passer une soirée avec Pau Gasol et de parler de tout et de rien. Euh, Sinon, toujours sur les aspects un petit peu humains, je pense à Manu Ginobili. Je connais moins en fait tu vois, ses prises d'opposition personnelles, mais de ce que je vois, ce qu'il dégageait en tant que personne et coéquipier, c'est ouais, c'est ce type de personnalité, je pense, qui me parle le plus. Mais il y en a d'autres. Hein. J'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais j'adore en fait le positionnement des récents MVP, que ce soit Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Stephen Curry. Chez Gilgeous Alexander, je trouve qu'ils, globalement, alors pareil, ils sont pas forcément impliqués politiquement ou autre, mais je trouve ils mettent en avant une manière d'être dominant dans un sport que je trouve vraiment intéressante et qui Mm. change beaucoup de ce que nous on a pu connaître dans les années 90 sur ce côté pour être dominant il faut écraser les autres. Je trouve que c'est pas du tout leur positionnement et ça je trouve que c'est cool que c'est bougé là-dessus. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est vrai que ouais, même je t'aurais bien vu comme un Reggie Miller, tu vois, quelqu'un qui, euh, qui a dominé, et qui a eu une certaine image, qui sait encore capitaliser là-dessus, mais aussi qui sait reconnaître le plaisir qu'il prend à voir ce qui se passe aujourd'hui. C'est Hmm, ça que moi j'aime bien chez c'est vrai. Reggie Miller, Ouais. c'est jamais c'est quelqu'un qui dit ouais, tu vois, comme les Shaq et Barkley, notre époque, machin, moi, mon époque, moi. Non, 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 lui il dit faut faire avec, faut vivre avec son temps, et il en profite. Bon, c'est son métier aussi, mais je le trouve à la fois bienveillant et avec un regard assez affûté sur la NBA d'aujourd'hui et la place qui aurait même pu être la sienne dans cette NBA d'aujourd'hui, tu vois, quand il se dit qu'il se retrouve dans Tyrese Haliburton, je trouve ça extraordinaire, alors qu'il n'y a pas plus différent dans l'absolu Hmm. comme joueur que ces deux-là, tu Ouais, carrément. Non, c'est vrai que tu vois, je trouve pas que tous les anciens joueurs soient de bons consultants, vois. mais Mm, Reggie Miller, c'est vraiment un des meilleurs, je trouve. mm. Voilà, en consultant, je trouve vraiment très bon. Allez, question de Michel. Salut Théo et PA, merci de ce rendez-vous très attendu chaque semaine et avec de bons sujets, des petits jeux ou délires, ça passe tellement bien. Question musique, alors il y a trois questions. Question musique, quel serait votre top 3 des featuring? Autant 3 qui se sont faits que 3 que vous auriez adoré entendre, hip-hop, mais tout style aussi, comme vous voulez. Ça, c'est pas facile, ça. Là, d'un coup, comme ça, au dévoté, là. C'est chaud, hein. C'est la question la plus dure du jour, là. Ouais. Je sais pas, il y en a plein des featuring qui sont merveilleux. Pff, avec plein. Alors nous, on se base surtout sur les artistes qu'on aime bien. Euh, Là, récemment, j'en ai trouvé un incroyable. Alors, il n'est pas top 3 all-time pour moi, mais parce que s'il faut, il y en a tellement, hein, c'est trop dur de vous dire Il nous comme faut ça. 1 mois et demi enfermé dans une pièce hein, pour accoucher de la Pour, réponse pour en définitive, sortir quoi. 20, et Ouais, après, il nous faut un an pour sortir les trois, à coup c'est de, ça. à coup de, à coup de hache. Mais par exemple, j'ai trouvé un featuring. Parce qu'un featuring, c'est un art, quoi. C'est pas du tout dire, tiens, je vais prendre un morceau, lui, il va poser un couplet. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien, c'est du buzz. Mais par exemple,
Théo, tu as peut-être pas entendu le dernier single qui s'appelle Berghain de Rosalia, Non. ce morceau symphonique, parce qu'elle est avec l'orchestre de Londres. Donc le morceau est essentiellement symphonique, où elle chante en opéra dessus, etc. Donc c'est très déroutant, mais c'est ultra intéressant. Et il y a un featuring de Björk dessus qui tombe. C'est un flocon sur une mer de glace. Tu vois, c'est merveilleux. Ça tombe en douceur. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est un featuring ultime. C'est ultra bien fait. Après, Hmm. dire, ouais, j'aurais adoré voir, entendre euh, Prince sur Bad ou des trucs. Je suis pas sûr. Est-ce que j'aurais envie de voir jouer Jordan avec Magic Johnson? Non, pas forcément, tu vois. C'est un petit peu Hmm. ce genre de truc. Il faut vraiment que ce soit savamment dosé. Et même si le featuring, il dure 20 secondes, peu importe, tu sais, tu sens que ça change tout, c'est magnifique. Des featuring de D'Angelo, par exemple, on en a entendu, et sa présence modifie totalement l'existence d'un morceau. Maintenant, c'est des featuring, disons, tu vois, on parlait de Daft Punk, le Get Lucky avec Pharrell. Bon, pour moi, Hmm. ça apporte rien. Par contre, un featuring de Snoop Dogg avec Justin Timberlake sur le morceau Beautiful, par exemple, je le trouve ultra réussi. Je trouve ultra réussi. Mais il y en a tellement. C'est trop dur d'en sortir trois. Ouais, c'est très très dur. Je réfléchissais en même temps que je t'écoutais. Puis rarement, je vais donner les trois qui me passent par la tête, Ah, je parce que pense, toi, parce tu me que laisses c'est. parler d'abord, comme ça tu réfléchis, espèce Bah oui, c'est ça. T'as Ouais, compris un petit ouais, peu pourquoi c'est ouais. moi qui pose des questions. C'est exact. Vas-y, vas-y. C'est ça l'intelligence de jeu, puis rarement. Toujours dans tout. Pars au front, j'écoute le nombre de. Dès que je compte jusqu'à 6, ça veut dire qu'il a plus de balles dans son chargeur et je te rejoins tout de suite. Exactement. Voilà, mais regarde, pendant que je vais donner les miens, tu peux réfléchir, voir si t'en trouves. Non, mais je vais en donner trois vraiment. Je vais faire le boomer, trois de l'époque boom bap rap qui m'ont vraiment trop marqué. On parlait de Mobb Deep, je vais citer le morceau An Eye for an Eye avec Nas et Raekwon. Je l'ai tellement écouté en boucle ce morceau, je trouve que pour le coup, c'est effectivement deux gars qui viennent poser un couplet, mais tu sens qu'ils étaient en studio, tu sens qu'il y avait de l'émulation, tu sens que personne voulait repartir en se disant putain, c'est moi qui ai le moins bon couplet du morceau, c'est vraiment rude. Donc ce morceau-là, je vais citer Easy sur le morceau Life's a Beach du premier album de Nas, parce que personne savait qui était Easy et il a lâché sans doute le couplet de sa vie. C'est peut-être le plus beau couplet d'un artiste inconnu. Voilà, c'est le flow de Easy sur ce morceau-là est incroyable. Et et pour finir, je vais citer des membres du Wu-Tang que je préfère et qui est sans doute l'un des plus sous-cotés. C'est Inspectadec et son featuring sur le morceau Above the Clouds de Gangstar, qui se trouve être un de mes morceaux préférés de Gangstar aussi. Je trouve que c'est une masterpiece. Donc j'ai fait uniquement boom bap, rap des années 90, mais c'est les trois qui me sont venus en tête. Mais comme tu disais, Pierre Armand, on pourrait passer un mois à réfléchir là-dessus. Non, bah, par contre, on peut y réfléchir lors de pour la prochaine émission, je pourrais te donner d'autres trucs. Mais là, enfin, là, au C'est trop moment où dur. tu me parles, dans mon cerveau, il y a 15 trucs qui sont en train de faire Ouais. ça part. C'est pareil pour moi. Ah, il y avait deux autres questions de la part de Michel. Question NBA. Si Jerry Krause ne fout pas en l'air les Bulls en fin 98, avec le lockout et donc moins de fatigue, est-ce que pour vous les Bulls gagnent en 99 un quatrième titre de suite? Non, Et toi, t'y croyais pas, non, 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 non? non, 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 non. Il y a une lassitude quand même au bout d'un certain temps. Je pense qu'on était vraiment arrivé au bout de l'histoire. Ou alors il aurait fallu une saison absolument sans drama. C'est-à-dire. Mais je suis pas sûr que Rodman continue. Euh, Voilà, le truc, il est là. Alors après, quand on voit la saison qui s'est passée, je pense que les Bulls seraient sortis à l'aise de l'Est, de nouveau. Mm. Quoique, il y avait encore Indiana qui était bien, bien râpeux, là, qui se fait surprendre par les Knicks, mais parce que c'était New York et un peu n'importe quoi. Mais oui, ça aurait été bien meilleur. Et encore. C'est solide, les Spurs, hein, quand même. L'équipe, elle est solide, hein, qui va en finale, C'est hein. sûr, mais c'est encore un peu inexpérimenté. Ça aurait été ça le clash. Et ce qui aurait été intéressant, ça aurait été de voir les Bulls face à une raquette telle que celle des Spurs. Parce que finalement, alors, certes, ils ont joué des grands dans la conférence S, mais finalement, en finale NBA, je réfléchis en même temps hein, pour m'assurer de ne pas dire de bêtises, mais non, ils n'ont jamais eu besoin d'affronter
des pivots du talent de ceux des Spurs. C'est pour ça que une finale Bulls-Rockets aurait été aussi passionnante à voir, parce que finalement, les rumeurs disent que Jordan, il y avait un joueur qui voulait vraiment pas croiser, c'était Hakeem Olajuwon. Donc, ça aurait été passionnant. Moi, j'ai envie d'y croire quand même à cette histoire de 99. Là, j'étais tellement à fond avec Chicago là, sur ces années-là. Ça aurait été, ils auraient peut-être été obligés de jouer justement un peu small ball pour contrecarrer les Twin Towers des Spurs. Mais c'est pas certain. Je pense pas que ça aurait été certain, en tout cas, le résultat de cette saison-là. Parce qu'avec un lockout, tu commences la saison bien plus tard. Dans quel état tu retrouves Rodman si tu lui laisses 3 mois de vacances en plus, quoi. Quel état le mec il arrive? Ouais, ça c'est vrai. C'est bonne question. Bonne question. Et c'est vrai que sur l'ensemble des pivots, c'est quoi? C'est Vlade Divac, Kevin Duckworth, Mark West, Oliver euh, Miller, mais. Frank Brickowski, Mhm. c'est Greg Ostertag 2 fois. Ouais. C'est sûr C'était que c'est pas ce qui se léger. faisait de mieux, quoi. Oui, mais en même temps, en face, c'était pas non plus. C'était Bill Cartwright d'un côté, Luc Longley de l'autre. Bon, c'était pas là qu'elle allait se jouer les match-ups, mais c'est vrai que Ouais. ça aurait pu faire quelque chose. Il y a une dernière question de Michel qui t'est destinée personnellement. Pierre Armand, tu préfères mater plusieurs films de Christian Clavier, vu les remarques récentes dans Pop Culture sur son magnifique jeu d'acteur, ou bien qu'Ayam dise qu'il préfère Paris à Mars et supporte le PSG? Alors, ils disent Paris à Mars et ils supportent le PSG, ça dure 1 seconde. Ça y est, c'est réglé. Voilà. Et toute la filmographie de Christian Clavier, ça dure longtemps. Et cela dit, remets-moi les bronzés, les 2 premiers, je peux les revoir 100 000 fois et il me fera toujours autant rire. Donc, j'ai pas. Il m'a plus fait rire qu'exaspéré sur ce que j'ai vu, en tout cas. Moi, j'avais bien aimé dans Mes meilleurs copains. Il y a un film qui s'appelle Mes meilleurs copains dans lequel Bien Daroussin est sûr, excellent. bien sûr, Voilà, je bien pense que sûr, c'est le meilleur film que j'ai vu avec bien Clavier, sûr. moi. Il est Ouais. magnifique. Écoute, il reste plein de questions. Ce que je te propose, Pierre Armand, c'est qu'on se garde le reste des questions que vous nous avez envoyées et on se fera une deuxième salve. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à nous en renvoyer sur l'adresse cqfr.rivers@gmail.com en précisant bien que c'est pour le Hoop Culture, comme ça évite à Shai de s'arracher les cheveux qu'il n'a plus pour les sortir du CQFR du samedi. Mais on sera ravis de faire un deuxième épisode là-dessus. C'est vraiment toujours cool votre question. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous, c'est toujours sympa. Et puis en plus, on les découvre vraiment en direct, donc ça rend la chose plus marrante, à moins que Théophile triche complètement et les regarde un petit peu avant. Non, je suis Il pas un m'aurait, tricheur. il m'aurait sorti les 3 featuring d'un coup, j'aurais eu le plus grand doute et je pense que je me serais un peu énervé. Normal. On bascule sur nos rubriques, Pierre Armand? Ouais, tout va bien, Théo, tout va bien. Petite embellie quand même avec cette histoire de New York, ce qui s'est passé avec l'élection de Mamdani, quand même. C'était chouette. En plus, on a eu beaucoup de copains qui vivent là-bas, qui nous ont fait partager des bons moments et cette campagne, enfin ce moment de vote un peu sympa. Mais tout va bien dans ce pays parce que figure-toi que le chef, le responsable des élections dans le Kentucky a avoué avoir répondu à beaucoup de coups de téléphone avec des gens beaucoup de gens qui hurlaient en criant à la fraude parce que leur bulletin, comme par hasard, leur bureau de vote est fermé. Donc le gars a dit, excusez-moi, on ne vote pas pour New York, on n'a pas le droit, c'est pas nous. Et du coup, il a quand même eu cette phrase incroyable en disant, ce serait bien qu'on soit un peu meilleur en éducation civique. Et voilà, et il a avoué ça quand même, que dans le Kentucky, il a reçu un nombre de plaintes effarant de gens qui hurlaient à la fraude électorale parce qu'ils votaient pas ce jour-là, alors qu'on votait en Californie, en Virginie, dans le New Jersey, à New York. Tout va bien. Magnifique. Mais c'est assez Tout va bien. incroyable. C'est vraiment incroyable. Et je partage ton avis sur l'instruction civique. Et je serais pour. Et pas qu'aux États-Unis, hein, chez nous aussi. Pour Oui. simplement, notamment rappeler pourquoi on vote à chaque élection. Réexpliquer un petit peu les pouvoirs qui sont conférés aux gens pour qui on vote. Parce que je suis toujours désarçonné de voir que les élections locales sont celles qui sont le plus désertées par les électeurs, alors que ce sont celles souvent dont l'impact est le plus direct sur notre vie de tous les jours, quoi. Notamment les municipales. Je comprends pas en fait. Tu votes pour savoir ce que tes enfants vont manger à la cantine en fait. Tu votes pour savoir si ça va te coûter plus ou moins cher de les mettre au centre aéré ou de savoir si le personnel engagé sera plus ou moins bien formé. Donc
Ça, je trouve ça assez fou que, tu sais, l'élection présidentielle reste l'élection qui domine les débats, celle qui passionne le plus les gens, alors que c'est en théorie, dans une démocratie qui respecte ses institutions, hein, ce qui n'est pas forcément celle dans laquelle on vit aujourd'hui, celle qui est la moins importante, presque. Ouais, mais bon, aujourd'hui, moi, combien j'en entends des jeunes qui te disent, mais à quoi bon? Et qui m'ont dit exactement ce que tu as dit là. Les institutions respectent la démocratie, mais les institutions ne, ne respectent pas le vote des gens. Ce qui s'est passé après les législatives de l'an dernier, on ne va pas rentrer dans ce débat sur les premiers ministres, pas les premiers ministres, les gouvernements respectifs, mais aujourd'hui, la jeunesse qui ne lit pas forcément des articles de fond et qui se nourrit de leur feed Instagram sur ce qui les intéresse, etc. Ce qui est comme ça aujourd'hui, c'est une autre manière de consommer l'information. Comment tu les Mm. motives pour aller voter? Et qu'est-ce que tu leur dis quand ils disent mais ça sert à rien puisque l'année dernière on a voté pour une certaine mouvance qui n'est finalement qu'on a mis de côté parce qu'on considérait qu'on voulait pas ça. Mais c'est ce qu'on voulait nous, mais c'est ce qu'ils voulaient pas. Bon courage, bon C'était pour courage. éviter qu'il y ait trop d'instabilité dans le pays, apparemment. Tu Bien as noté la sûr. stabilité qui Une en a poudre, si résulté. une poudrière, mon bon ami. Mais non, mais c'est très compliqué à expliquer. Donc les cours d'éducation civique, oui, ils sont là pour ça. Mais alors, c'est ce que j'allais dire. Bon courage au prof quand il va se prendre les premières questions. C'est ça que j'allais te dire. Ouais. Sinon, Ouais. il y a il y a un autre truc, j'avais hésité entre deux. Il y a la délicieuse Lorraine Bobert, qui pareil a une grosse fonction aux États-Unis. Je ne sais même pas si elle est pas sénatrice, je sais pas où elle en est. Ça m'intéresse même plus. Halloween, elle s'est déguisée en mexicaine en mode blackface, hein, c'est-à-dire le pire de tous. Et son mari déguisé, tu l'as vu? Son mari déguisé en, en membre de cette police de l'immigration. Donc ça les faisait beaucoup rire de voir qu'elle se faisait foutre dehors. Elle avait des mariachis, enfin bon, des maracas, pas bon, c'est catastrophique. Je Ils crois ont même qu'elle l'humour en avait plus, hein. ouais, je crois même qu'elle avait une enceinte qui faisait de la musique. Enfin bon, c'est catastrophique. La grande classe. L'élégance à l'américaine. Allez, on enchaîne avec des coups de cœur. Pour le coup, Ouais, c'est les quand vrais, même plus les vrais. cool. Ouais. Je commence. Vas-y, Allez, ton je track de la commence. Que semaine. tout à l'heure, on me parlait des albums posthumes. Et moi, cette semaine, j'ai pris une gifle monumentale. C'est l'album posthume de Big L. Donc, il a sorti 3 albums, un de son vivant et 2 depuis sa mort, qui s'appelle Harlem's Finest Return of the King. Et j'ai pris une gifle incroyable. Je pensais pas que ça serait bien. Et en fait, c'est trop bien. Et pour le C'est coup, vrai? le travail a été fantastique parce qu'en fait, ils sont allés rechercher, tu sais, en fait, ils se sont vraiment servis, on parlait des IA, voilà, bah là c'est le pendant de ce que je disais tout à l'heure, ils se sont servis des bons côtés des avancées technologiques pour aller récupérer des couplets que Bigel avait lâchés sur des freestyles, sur des mixtapes ou autres, ils ont viré les instrus, ils ont refait des vrais instrus autour, certains, il y a juste un couplet et puis basta, il y en a d'autres où ils ont réinvité des invités, il y a un morceau notamment avec Method Man, je pense à celui-ci, il y en a d'autres, et le résultat, ça fonctionne trop bien. Alors pour le coup, c'est du boom bap, c'est des sons qui auraient pu sortir aussi il y a 20 ans, mais je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Et il y en a un notamment qui m'a bluffé, il y a un freestyle qui est assez légendaire où c'est Big L et Jay-Z qui sont à l'émission de Stretch et Bobito, un freestyle qui dure 7 minutes sur un instru de Milk. En fait, ils ont retiré l'instru, mais ils l'ont recréé en reprenant les mêmes samples. En fait, ils ont vraiment reconstruit le son de manière à ce que l'intégration voix instru soit de meilleure qualité. Et ça marche trop bien. Et c'est assez marrant parce que c'est se replacer à une époque où la star du freestyle, c'était pas Jay-Z, quoi. C'est Big L Ah, bien qui sûr. était venu et qui avait invité Jay-Z à venir avec lui. Et c'est assez marrant. Vous l'avez certainement écouté si vous êtes fan de rap américain, ce freestyle est assez connu. Mais moi, j'ai repris un plaisir immense à l'écouter. Et du côté de Jay-Z, c'est assez marrant parce que c'est le Jay-Z, tu sais, de la transition. C'est celui avant le premier album solo, avant Reasonable Doubt, où il fait encore beaucoup d'accélération, de roulement. Je trouve que c'est presque le Jay-Z avant qu'il soit cool, en fait. Tu vois, avant Mm. qu'il se pose et qu'il ait cette aura incroyable qu'on connaît depuis. Donc, c'est pas lui qui ressort voilà, je vais pas dire, c'est pas que c'est nul hein, ce qu'il fait Jay-Z, c'est pas nul du tout, mais ça a pas forcément le côté cool qu'on lui connaît. Et je trouve ça assez chouette parce que pour mettre ça sur un album, il faut quand même demander l'accord. Ils ont pas pu simplement prendre les bandes et dire bah, on demande pas à Jay-Z, on va le sortir.
Et j'ai trouvé ça assez cool qu'il ait eu l'humilité quelque part d'accepter, de se dire, bah c'était peut-être pas mon heure de gloire, c'est peut-être un des moments où je suis passé à la radio et c'est pas moi qui suis ressorti avec la couronne parce que ce que fait Bigel dessus est assez énorme, mais ça vaut le coup que je le laisse parce que c'est une page d'histoire. Donc voilà, j'ai pris un pied énorme à écouter cet album. Je vous le recommande, je vous mets le lien comme d'habitude dans la description. Et puis, à n'en pas douter, un élément, un moment fondateur dans la carrière de Jay-Z, parce qu'il a dû sortir de là, en effet, sans attention, hein, il se fait pas humilier non plus, hein, mais Non, non, bien sûr. il est en dessous. Il est Mm. en dessous. Et je pense que c'est quelque chose qui a dû lui donner encore plus envie d'y aller. Et connaissant Stretch, Bobito, et même Bigel, ils ont dû l'encourager dans ce sens. Moi, je t'emmène en Hollande, un duo de producteurs qui mêle musique électronique avec funk, un peu psyché, pas mal de soul et tout, qui s'appelle Crack and Smack. Crack et Smack. Alors, c'est pas des céréales. En hollandais, ça doit être Crack and Smoke. Ça doit être beaucoup moins joli à écouter. Mais voilà, Crack and Smack, ils ont sorti un dernier album qui s'appelle Velvet Seas, qui est pas ouf. Hein, on va pas se mentir. Mais il y a un morceau qui s'appelle Herbs and Wine, qui est le deuxième ou troisième morceau du disque, avec le featuring d'Ivar. Et alors, là, mon pote, le morceau, il est incroyable. Je n'ai écouté pratiquement que ce morceau en boucle. Je dois l'écouter 2, 3 fois par jour. Merveilleux morceau. Tu sais, il y a des morceaux comme ça, tu te dis, quand tu le finis, les mecs, ils doivent se dire, putain, il est pas mal sûr. Et je me mets à leur place, je me dis, ils ont bien dû le kiffer. Il y a rien à acheter. Il est ni trop long, ni trop court, il est parfait. Donc, ça s'appelle Herbs and Wine. C'était le track of the week d'Angtime la semaine dernière. Donc, je vous conseille d'aller écouter ce morceau en boucle fort parce qu'il y a pas mal de rebondissements. C'est vraiment un chouette morceau. L'album, encore une fois, on peut s'en passer. C'est là que je vois que tu es vraiment une super personne, Pierre Ramon. C'est que tu donnes donc le nom de ce groupe Crack and Smack et tu penses à des céréales. Alors que moi, j'ai tout de suite pensé à de la drogue. Et quand je vois le nom du morceau Herbs and Wine, je me dis que j'étais certainement plus près de T'es plus près de la la réalité. Et signification de fond. je t'ai dit Je qu'on suis- partait en Hollande en plus, hein. Ouais, donc t'es vraiment une personne en or, hein. Moi, j'ai vu une grenouille avec une casquette rouge. Donc ça, c'était les coups de cœur. On enchaîne avec les morceaux de la semaine ou ça faisait Ça, c'était office le de morceau de morceaux la de la semaine. semaine? Ça, c'était mon morceau de la semaine. Ça, c'est ton morceau de la semaine, hein, vas-y. Bah, c'est pas grave. Donc, on va enchaîner avec les coups de cœur. J'inverse, mais c'est pas grave. Alors, je sais que t'es pas forcément friand de beat tape, mais voilà, il y en a une qui est sortie cette semaine d'un producteur français qui s'appelle Della et qui s'appelle Jour et Nuit Beat Tape. Et Della, c'est vraiment. C'était un de mes coups de cœur, mais d'il y a presque 10 ou 15 ans, les années fusent trop vite. Un producteur français qui avait réussi à inviter sur son premier album des gars comme Blue, comme Large Professor, comme Talib Kweli, mais alors Talib Kweli était déjà connu, mais Blue, c'était pas du tout encore une star du tout. Et là, c'est une beat tape que j'ai vraiment trouvé très très cool, jour et nuit, avec toujours cette influence, je pense, tu vois, Pete Rock, JD, qu'il partage avec pas mal de beatmakers. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas entendu des choses de Della, et là, j'ai vraiment pris mon pied sur cette beat tape. Ben moi, je t'emmène sur Netflix. J'ai vu un film qui m'a soufflé. Ça s'appelle House of Dynamite. Catherine Bigelow, qui a fait beaucoup de films d'action notamment. C'est dans la réalisation une masterpiece, vraiment. Il n'y a rien à dire. Je te pitch le truc. Un missile arrive sur les États-Unis. On ne sait pas d'où il est parti. On sait pas, on se rend compte d'où il va. On ne sait pas d'où il vient. Et en fait, on est dans la situation room de la Maison Blanche, en conférence de presse avec le président, le chef d'état-major et tout. Et la panique qui monte parce qu'on essaye de l'intercepter, on n'y arrive pas. Et il reste 8 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Et Chicago va être pulvérisé. Voilà, c'est un missile, une ogive nucléaire, mais on sait pas. Voilà. Et en fait, on voit le chronomètre tomber. Je vous le spoil pas parce que c'est le pitch. Et, euh, et à un moment donné, soudainement, on revient en arrière et on revit l'heure qu'on vient de vivre, enfin la demi-heure qu'on vient de vivre, du côté cette fois-ci du chef d'état-major qui arrive, qui prend les informations, qui se retrouve derrière l'écran avec le premier personnage qu'on a vu dans la première demi-heure. Et c'est voilà. Et après, on se retrouve avec le président des États-Unis. Est-ce
Est-ce que le missile tombe? Est-ce que la riposte part? Je vous laisse regarder. Et c'est Super. tout ce concept de, outre la peur, qu'est-ce qu'on fait? Hmm. On ne sait pas d'où ça vient, on essaye d'appeler, on essaye de rentrer en contact avec des gens, le chronomètre qui tourne, je sais pas si tu te rappelles de cette fameuse série 24, 24 heures chrono, où on était comme des Oui. fous là-dessus. Je pense que c'est une série les plus sous-cotées aujourd'hui, on n'en parle même plus, mais je pense que ça a peut-être mal vieilli au niveau technologique, ça c'est une chose, mais c'était révolutionnaire. Et dans la conception en tout cas. Et là, c'est un petit peu le cas, et à chaque fois, donc, ça fait réfléchir beaucoup. Qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Et sur surtout la difficulté du temps de réaction. Il te reste 17 minutes pour savoir si tu anéantis l'humanité, c'est comment réagir, qui mettre à l'abri, enfin, alors ne regardez pas avant de dormir, hein. Il se passe rien d'horrible. Mais alors, après, c'est comme Ça te met un les stress, 3 ah oui. featuring. Tu dors plus, hein. Magnifique. House of Dynamite sur Netflix. Extraordinaire. C'est noté tout ça. Est-ce que tu as une relique cette semaine? Ouais, tu sais, on se demande toujours, c'est le premier truc, quel est le premier maillot que tu t'es acheté et tout. Et moi, je me suis dit l'autre jour, tu m'avais demandé c'était quoi le premier disque que je m'étais acheté, et c'est lui. Voilà, je l'ai retrouvé dans ma discothèque. Premier disque, je me suis acheté avec mes économies, un album de Rhythmix qui s'appelle Revenge de 1986. Voilà, c'est mon premier CD. Regardez, il est tout abîmé, il a tourné, lui. Ah bah J'ai oui. pas le meilleur disque de l'histoire de la musique, mais c'était mon disque. C'était le mien, c'était plus le disque des parents, tu vois, c'était le mien. Hmm. Je venais de me l'acheter, je me rappelle exactement où, à Enghien-les-Bains. C'est un disquaire. Et je l'ai regardé, j'ai tout regardé dedans, tout lu. Et, et voilà. Et je me rappelle de tous les morceaux de cet album qui s'appelle Revenge. Voilà, quand j'ai revu, là, je cherchais un disque pour la semaine avec D'Angelo, et en tirant sur un truc, celui-là est sorti et je l'ai vu. Waouh, incroyable. Avec Et c'est Annie quoi ça? Lennox. C'est 85, un truc comme ça? C'est quelles années 86. ça? 86. 86. Sur RCA Records. Ouais, c'était des grosses sorties à l'époque, les albums de Ouais. Rhythmix. Voilà. Et cette tranche que je reconnaîtrais entre 1000. Oui. Bah, c'est marrant parce que moi, ma relique, c'est un peu comme toi. C'est en cherchant des vieux papiers que je suis retombé sur, je te l'avais dit, une boîte que j'avais complètement oublié d'archives dans laquelle j'ai retrouvé plein de trucs. Et notamment, moi qui suis pas collectionneur de cartes, j'ai retrouvé tout un jeu de cartes, Chicago Bulls, 91. Ouh. Donc je vous montre, voilà, Jordan MVP bien sûr. Hop, son fidèle acolyte Scottie Pippen, toute la clique. J'ai même une carte assez culte d'un de mes Bulls les moins appréciés de tous les temps, Stacy King. Stacey King. Non. Tu l'as deviné avant que je le sorte. Ah, c'est trop beau, c'est magnifique ça que tu Parce que l'aies je deviné sais que avant t'aimais parce que bien parce que je sais que moi j'aurais dit Scott Williams, mais je sais que t'aimais bien Scott Williams. ah, moi j'adorais Scott Williams, mais toi j'ai même Cliff Livingstone et pourtant je préférais Cliff Livingstone à Stacey King, vraiment j'aimais pas du tout ce joueur-là. John Paxson et compagnie, et donc je regardais, alors j'y connais absolument rien en cartes, hein, c'est NBA Oops, et c'est 91 avec toujours au dos les stats, les records, etc. Génial. Très bien documenté, C'était donc trop bien ça. ouais. Cliff Ouais, très Livingstone, cool. qui est le joueur le plus obscur à figurer sur un highlight intemporel, puisque c'est lui qui ressort la balle pour le fameux lay-up de Jordan contre les Lakers en 91, où il Ah prend la oui, côté. ouais. Donc, on le verra toujours sur sur des images iconiques, ce bon Cliff Livingstone, parce que sinon, dans les cassettes des Bulls, on le voit plus sur le banc en train de secouer sa serviette et de hurler sa Oui, joie que sur des highlights. c'est clair, j'étais en train de regarder. Non, je vais pas te quizer, mais ça aurait été marrant, là, parce qu'effectivement, il y a les facs au dos. Est-ce que tu sais quelle fac a les gens? Je t'en sors deux juste pour voir, je suis pas du tout bon à ce jeu-là, je te piège totalement. Quelle fac a fait John Paxson? J'en sais rien, Arizona. J'en savais rien du tout. Notre-Dame. Est-ce que tu sais qu'il a un deuxième prénom? Ça, c'est encore Euh, plus fou, c'est ça que j'aurais dû te demander. Jeu de jambes? Non, c'est nul. T'as dit quoi, Legend? Jeu de jambes, j'ai dit, parce que c'était Paxton, Paxton, là, l'humoriste qui faisait la chanson Jeu de jambes, là. Est-ce que Donc tu disais la Legend? vanne Ça est aurait été nulle. magnifique, John Legend. Est-ce que Ah c'est non, ça que tu me disais? John Son Legend deuxième Paxson. prénom, c'est Macbeth. Ah, Ça te des tue ça ou parents pas, ça? littéraires. Des Ouais. parents littéraires. Incroyable. Je vais potasser toutes ces petites cartes d'ici la semaine prochaine. Là, j'ai pas du tout pensé à les retourner, à regarder ce qu'il y avait au dos.
Très cool. Pierre Armand, bah merci encore pour cet épisode. Merci à vous toutes et vous tous pour les questions. C'est vraiment très kiffant ce type d'émission. Comme je vous ai dit, si on n'a pas posé votre question, vous inquiétez pas, on se la garde au chaud. On se la refera dans un autre épisode. N'hésitez pas à nous envoyer des questions si on a d'autres qui vous viennent en tête. On se fera ça régulièrement. C'est vraiment sympa ce genre d'émission. Oh, on pourrait se faire la question de la semaine après, hein, et à chaque fois répondre à une question chaque semaine. Donc n'hésitez pas à en envoyer. Ouais, carrément. Très bonne idée, Pierre Armand. Bah écoute, je te dis à la semaine prochaine. J'ai déjà hâte d'y être. Reste au chaud. Je dis ça pour toi, quoi que toi, il fait toujours beau chez toi, mais prends bien soin de toi, plutôt, on va dire ça. Prenez bien soin de vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Magnifique, comme à la météo. Prenez bien soin de Voilà. J'aurais dû faire. On dit plus speakerine maintenant. C'est un vous. terme Avec d'une autre époque, ça. avec les mains comme ça. Allez, salut à tous. Écoutez plein de sons, regardez plein de films et kiffez le basket. On se retrouve dimanche prochain. Ciao! Salut.